Avant de vous plonger dans cet épisode particulièrement émouvant, j'aimerais vous parler d'un service qui, à mes yeux, trouve vraiment sa place ici, dans ce podcast et dans la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. On le sait, devenir parent, c'est un vrai chamboulement. Les repères volent en éclats, les journées ne se ressemblent pas et trouver son rythme devient un défi. Dans tout ça, bien s'alimenter passe souvent au second plan. Et pourtant, c'est justement à ce moment-là qu'on en aurait le plus besoin. En postpartum, en pleine fatigue physique ou émotionnelle, se nourrir correctement, c'est pourtant juste essentiel. C'est à partir de ce constat qu'est née La Petite Cigogne, un service genevois de livraison de plats frais, fait maison, pensé pour les parents. Imaginé par Amira, une maman, mais aussi une diététicienne diplômée d'un master en nutrition, avec l'envie d'apporter aux familles un peu de douceur et de répit dans des quotidiens qui sont souvent bien chargés. Ce service s'adresse à tous, aux parents, aux femmes enceintes, en postpartum et aux familles en général qui aiment bien manger, mais aussi à celles qui n'ont plus l'énergie ni la tête pour penser au repas. Et à celles qui traversent l'enfer. Parce que quand on vit une naissance difficile, qu'un bébé est hospitalisé, eh bien toute l'attention est dirigée vers ce petit être, et penser à soi devient mission impossible. Alors La Petite Cigogne, ce n'est pas juste un repas qui est livré. C'est une aide, c'est un baume au cœur, ce plat réconfortant qui nous est servi comme un câlin, mais dans une assiette. C'est un peu un « je sais ce que tu traverses, je pense à toi et je prends soin de toi ». Personnellement, je trouve que c'est un cadeau qui a une valeur inconditionnelle. Et pour avoir goûté ces plats, je peux vous dire une chose, c'est aussi bon que bienveillant. Amira y met tout son cœur et vraiment ça se ressent. Je suis donc très heureuse de vous en parler aujourd'hui parce que je suis convaincue que ce service peut vraiment faire une différence pour tous les parents et encore plus pour ceux, comme dans cet épisode, qui traversent des moments particulièrement éprouvants. Et parce qu'Amira a voulu vous chuchoter, avec le code PARENTHOOD, elle vous offre 10% sur vos premières commandes. Tant d'amour, je suis la preuve que le temps est un poème que l'on écrit dans les épreuves avec ceux qu'on aime. De tant d'amour, je suis la preuve que le temps est un poème que l'on écrit dans les épreuves avec ceux qu'on aime. Des fois je ris, des fois je pleure. Je suis le pire et ton meilleur. Tu sais que je suis ton bonheur quand tu comptes mes jours, mes heures. Mais l'orage peut tomber, mais n'a-t-il la plus fort? Non, peut faire ça, yo v'lé, mais n'a-t-il la plus fort? De ton amour j'ai vu le jour, et je te volerai tes nuits. Tu sais que je vous le détour, sans savoir qui je suis. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Oh, dis-moi que tu m'aimes. 1000 fois, dis-moi ce que tu m'aimes. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Mais l'orage peut tomber, mais n'a-t-il la plus fort? Mais non, peut faire ça, y'en plaît, mais n'a-t-il la plus fort? De tant d'amour, je suis la preuve que le temps est un poème que l'on écrit dans les épreuves avec ceux qu'on aime. Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité.
De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Mais l'orage peut tomber, mais n'a-t-il la plus fort? Aujourd'hui, je vous invite à écouter le témoignage poignant de Premila, dont la vie a basculé à seulement 24 semaines de grossesse. En un instant, la situation s'aggrave et sa fille naît trop tôt. Ce jour-là, malgré tout l'optimisme dont elle fait preuve, elle comprend que sa grossesse s'arrête là, qu'il n'y aura pas de 3e trimestre, pas de cours de préparation à la naissance, ni de dernière échographie rassurante. Tout ce qu'elle imaginait vole en éclats. Le temps se fige, suspendu entre l'inquiétude et l'urgence. Elle découvre alors un autre monde, celui de la prématurité extrême, où chaque heure, chaque minute, voire même chaque seconde compte, et où l'on apprend à devenir parent sans vraiment réaliser ce qu'il se passe autour de soi. Car en néonatologie, on oscille entre angoisse, espoir, examens médicaux à répétition, inquiétude, incertitude, et petite et grande victoire du quotidien. Et pour Premila et son mari, ça va durer 4 mois et demi. 4 mois et demi à vivre entre l'espoir et la peur, le bruit des machines et l'horizon parfois lointain, de pouvoir enfin rentrer chez soi, tous ensemble. Et ce n'est pas tout, car une fois à la maison, ce n'est malheureusement pas la fin du parcours. Car le quotidien est tout aussi exigeant, la fatigue extrême, le contre-coup émotionnel et tous les suivis médicaux. Une incroyable charge mentale. Et dans tout cela, je ne parle même pas de la récupération qui est liée au postpartum et de naissance par césarienne. Dans cet épisode, Premila nous raconte l'attente, l'angoisse, la force qu'il a fallu puiser jour après jour pour accompagner son bébé dans ce combat pour la vie. Elle nous explique aussi comment, de cette épreuve est née ensuite, plus tard, une envie d'aider les autres parents à traverser cette tempête de la néonatologie en devenant elle-même bénévole pour l'association Né trop tôt. Ce témoignage met des mots sur ce que vivent de nombreux parents, malheureusement très souvent dans le silence. Car comment expliquer à ses proches ce qu'on vit quand on a aussi peu d'énergie et qu'on préfère la garder pour aider son bébé à s'en sortir? Merci à toi, Premila, pour ta confiance, ta générosité et pour avoir trouvé la force de partager ce chapitre si puissant de ta vie. J'ai été très touchée par ton histoire et ton optimisme à toute épreuve. J'en profite également pour remercier ton frère, musicien, Juliams, et toi-même d'avoir accepté de partager ce magnifique morceau qu'il a composé lui-même pour ta fille, Natila, à sa naissance et dont tu nous as parlé dans cet épisode. Enfin, un hommage tout particulier à Natila, véritable force de la nature qui a tout juste fêté ses 4 ans. Et un autre hommage à Maël, son grand frère, qui est parti trop tôt, il y a de ça 10 ans, mais dont la mémoire continue de vivre dans leur cœur. De tant d'amour, je suis la preuve que le temps est un poème que l'on écrit dans les épreuves avec ceux qu'on aime. Bonjour Premila. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Merci beaucoup de participer à ce podcast et puis de nous raconter ton histoire de maman. Merci de m'accueillir. Mais aussi de bénévole de l'association Né trop tôt. C'est 2 histoires qui sont intimement liées, donc on va rentrer dans les détails. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ta famille et puis nous dire éventuellement ce que tu fais aussi dans la vie? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je suis Premila, c'est genre. Je suis la maman d'une petite fille de 3 ans et demi qui s'appelle Natila. Elle est née en juillet 2021 au sein de l'hôpital VHUG à Genève. Je suis mariée depuis 15 ans, plus de 15 ans maintenant, parce que le temps passe vite. C'est là que tu réalises. Quand on commence à calculer. Quand on doit le dire, on dit waouh. Bon, ressenti 8, c'est ce qui est bien. C'est mieux dans un sens que dans l'autre. Exact. Donc voilà, nous sommes 3 dans cette famille et en 2011, nous avons eu un petit garçon qui est né très très tôt, également à 23 semaines et 4 jours et qui n'a pas survécu à sa prématurité. Et à la suite de quoi, moi j'ai eu quand même des soucis de santé qui font que je pouvais pas tomber enceinte tout de suite, notamment un dérèglement thyroïdien, une maladie auto-immune, etc. Enfin bref, avec des anticorps qui passaient le placenta, donc une interdiction de tomber enceinte tout de suite. Interdiction, quand même. Ouais, vraiment tant que j'arrivais pas à me traiter ou alors il fallait enlever ma thyroïde. Okay.
Et donc moi je suis assez optimiste dans la vie, donc j'avais une chance sur deux de guérir, donc j'ai tout mis de mon côté pour guérir avant d'enlever ma thyroïde. Et puis en 2020, même 2019, j'ai commencé à plus pouvoir régler ma thyroïde, enfin les médecins n'y arrivaient plus. Donc ils m'ont proposé de l'enlever, et puis on n'avait plus trop le choix en fait. Okay. Je me suis fait enlever la thyroïde. Et à la suite de quoi je pouvais enfin tomber enceinte. Et quand tu dis régler, ça veut dire que c'est toi Elle qui n'était pas stabilisée. Donc t'avais un traitement ou c'est toi qui devais... donc t'ajustes en fonction de... Donc les médecins me faisaient faire les prises de sang pour voir mon niveau de TSH, mon niveau de T3, T4. Enfin, c'est toutes des hormones que le corps stocke et puis voilà. Et puis la thyroïde, elle régule un peu tout, l'humeur, enfin la croissance de tout. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, si on n'a pas de thyroïde, on ne vit pas, quoi. Et du coup, en fait, elle se déréglait à chaque fois. J'étais soit en hyperthyroïdie, soit en hypothyroïdie. Enfin, on n'y arrivait plus. Il n'y avait pas moyen de tomber enceinte, en tout cas, dans ces conditions-là. Et comment tu as découvert, tu le savais avant d'avoir ton fils ou pas du tout. Tu as découvert à ce moment-là? J'ai découvert après. Après la naissance de mon fils, je sais pas si c'est son décès, si c'est toutes les circonstances que j'ai vécues, le stress, etc., qui m'a fait développer une maladie auto-immune. Ça pourrait, mais voilà, dans les 2 ans qui ont suivi sa naissance, j'ai eu quand même des symptômes, et puis 3 ans après, cette maladie vraiment bien entamée. Okay. Donc tu sais pas si ça avait un lien justement avec sa naissance prématurée? Je ne pense pas. Du moins, si tu veux, la naissance de ma fille est venue répondre à plein de questions. Puisque là, pour la naissance de ma fille, mes hormones étaient stabilisées. Et elle est née quand même très tôt. Ouais. Donc voilà, elle est vraiment venue répondre à plein de choses. Parce que moi, je me disais, bon, il est né trop tôt, il n'a pas survécu, peut-être que j'ai pas eu un bon suivi, peut-être que voilà, ce sera différent cette fois-ci. Donc quand je suis tombée enceinte en 2021, pour moi, ça allait être complètement différent. Parce que là, j'avais un suivi toutes les 2-3 semaines, vraiment quelque chose de très poussé, par crainte que les choses se reproduisent. Et au final, voilà, mon col, il a commencé à s'effacer à 20 semaines. J'ai eu un cerclage d'urgence, et à 24 semaines, malgré tout, malgré le cerclage, en fait, elle est née. Parce que j'ai eu un décollement du placenta, perdu les os, je suis allée aux urgences, et puis j'ai accouché dans les heures qui ont suivi. Ils l'ont sortie d'urgence, en fait. Mais là, entre le moment où tu découvres que ton col il s'est effacé à 20 semaines, tu sais que du coup il y a un risque de naissance prématurée à ce moment-là. Tu as 4 semaines à peu près où Je suis arrêtée, je peux pas travailler effectivement, mais bon, je suis pas alitée, puisque il y a plein d'autres difficultés quand on est alité, notamment la constipation. Enfin voilà, en tout cas le médecin me dit qu'il faut quand même marcher un peu, mais je le fais très peu parce que j'ai peur. Je sors 5 minutes, je vais acheter le pain en bas de chez moi, je remonte et puis c'est tout quoi de la journée. Parce que j'ai très très peur d'accoucher prématurément, mais dans un coin de ma tête, comme je te dis, je suis tellement optimiste, je me dis ça va pas arriver 2 fois. C'est pas possible. Parce que voilà, on a fait les choses comme il faut, que mon cerclage il tient bien puisqu'on le vérifie. Et... Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un cerclage? En fait, un cerclage, c'est une technique chirurgicale qui va venir fermer le col. Donc chirurgicale, ça? Oui, c'est une intervention chirurgicale, oui. Okay. Oui. Donc on ferme le col avec du fil et il peut pas s'ouvrir. Donc ça permet de retarder justement la naissance prématurée d'un bébé. Et à ce moment-là, c'est aussi le personnel médical qui devra l'ouvrir en fin de grossesse? Oui. Ou ça s'ouvre? Alors, pour moi, il a fallu le couper, parce qu'il était très très bien fait. Généralement, ils tiennent très bien ces cerclages quand ils sont faits dans les temps, ils tiennent assez bien. J'ai jamais entendu parler. Ah oui? Non, jamais, vraiment. Ouais, donc on ferme le col en fait, et du coup, oui, ça tient super bien. Okay. Donc moi, mon cerclage, il a tenu. C'est pour ça que je me disais, non, elle peut pas naître tôt comme mon fils l'a fait, enfin, tout est fermé. Mais ce que mon corps a fait, c'est qu'il a commencé gentiment à décoller le placenta. Donc j'ai fait une hémorragie. L'hémorragie, tu l'as fait chez toi? Arrivée à l'hôpital, mais il y a très peu, il y a peut-être 1 heure. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal avant que le placenta se décolle? Oui. Est-ce que tu te sens... Oui, ce qui se passe, c'est que je suis chez moi, je me sens un peu constipée la veille. Je dis à mon mari, je me sens constipée,
je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis, il me dit, bon, on va à l'hôpital, parce que le moindre truc, il faut y aller, quoi. Donc, on y va. Puis, il me dit, prenez un suppôt, je vais à la selle. Et puis, les minutes qui suivent, il me dit, bon, on vous garde en observation quand même, quelques heures. Et puis, il check le placenta, il check le cerclage. Ils me disent, tout est bon. Moi-même, je me sens soulagée, je me sens bien. Donc, ils me disent, bon, écoutez, retournez chez vous, reposez-vous, et puis je pense que ça ira. Puis, mon mari et moi, on sort de l'hôpital soulagés, en se disant, bon, c'était juste un caca, quoi. Donc, ok. Donc, je repars à la maison, tout sourire et tout. Et le lendemain matin, je vais aux toilettes. Et je me dis, mais c'est fou parce que j'ai envie de faire pipi, mais je commence déjà à me faire pipi dessus, je comprends pas. Ah ouais. Et en fait, je réalise que je perds les os. Je réalise que je perds les os à ce moment-là. J'appelle mon mari en catastrophe. Il se réveille en sursaut, il était 8h du matin. Il me dit, tu perds les os? Je dis, oui, je perds les os. Donc, on retourne à l'hôpital. Et là, t'es à 24 semaines. Et là, je suis à 24 semaines et 3 jours, ce jour-là. J'arrive à l'hôpital, je continue de perdre les os. Je dis, voilà, mon mari dit, écoutez, ma femme est à 24 semaines. Elle est en train de perdre les os. Et en fait, on me prend rapidement, on m'allonge. Et les sages-femmes, il y a une sage-femme qui arrive, qui commence à prendre des informations sur moi. Et au moment où on parle, d'un coup, mon mari dit, il y a du sang par terre. En fait, ils n'avaient pas mis d'alaise sur le lit. Ils m'avaient pris un lit rapidement. Et en fait, tout le sang a traversé le matelas. Et j'avais du sang, il y avait une flaque de sang, en fait, en dessous de moi. Donc là, ils me prennent d'urgence. Et toi, tu te sens comment? T'as un coup de panique ou tu te dis, bon, je suis quand même moins jugée? Alors, je suis en panique parce que j'ai vraiment peur. Parce qu'à ce moment-là, on sait même pas encore ce que t'as, en fait. Non, mais on sait que je risque d'accoucher là, ça c'est clair. Ouais, que là, perdre des os, le sang et tout, je me dis, c'est foutu. Mais je sais pas pourquoi, en moi, il y a quelque chose de très positif qui me dit, ça va aller. Parce que j'ai l'impression d'être au bon endroit, pour que ça m'arrive en tout cas. Ouais. Donc, dans un coin de ma tête, je suis sereine. Enfin, c'est les deux mélangés. Je veux rester optimiste. Et je veux rester vraiment tranquille pour que les médecins fassent de leur mieux, en fait. Je me dis, ok, ils ont les qualifications pour, donc ça va servir à rien que je me mette dans des états. Il faut que je contrôle et que je les aide par mon comportement. Et c'est fou parce que dans ces moments-là, c'est vrai qu'on a aussi tendance à penser aux autres. Enfin, moi, j'ai tendance à faire ça. À me dire, ok, je veux que ça se passe le mieux pour eux, pour que ça aille mieux pour moi. C'est un sacré sang-froid. Ouais, tellement... Tu fais bien de me le dire que je me rappelle que mon mari m'a engueulée parce que au moment où on déplace le lit pour m'amener en accouchement rapide, je regarde derrière moi et je vois du sang dans le couloir. J'ai mon sang qui coule en fait dans tout le couloir de l'hôpital, quoi. Et je dis à mon mari, tu leur dis qu'il faut nettoyer derrière? Puis il me regarde mais il me dit, mais t'es sérieuse? C'était ta préoccupation. Il y a du sang partout. En vrai, je suis en train de me dire, je suis en train de salir tout l'hôpital, quoi. Non, mais des fois, je me dis, non, mais n'importe quoi. Bon, en tout cas, je reviens quand même sur moi en me disant, alors, je sais pas si c'est mon esprit qui essaye d'y échapper parce que c'est trop difficile de se dire que là, je risque d'accoucher et de perdre mon bébé, clairement. Alors, je sais pas si c'est un mécanisme de défense ou quoi, tu vois. Parce que quand on est stressé, on peut... Ouais, donc je pars sur n'importe quoi. Et donc mon mari m'engueule bien fort, là. Il dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes, ça te regarde pas. Concentre-toi, quoi. Limite, si t'y allais pas toi-même. C'est clair. C'est trop fort. Tu vois, le fait d'en reparler, ça me fait penser à ces détails-là. Et du coup, on arrive en salle d'accouchement, je pense, où, ils regardent un peu ce qui se passe, et puis, en fait, ils me disent que le col est bien fermé, donc c'est pas le col qui me fait saigner, parce qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être une déchirure, et puis que le cerclage avait pas tenu. En fait, au contraire, le cerclage était tellement bien fait, ils ont galéré à l'enlever, quoi. Pour le couper, c'était très compliqué, et en fait, c'est le placenta qui se décollait. Donc ma fille, elle passait de 162 battements de cœur à 60. D'un coup, comme ça. Ouais. Wow. Donc du coup, ils m'ont fait une césarienne d'urgence. En 2 minutes, ils l'ont sortie. 2 minutes? Ouais. Ouais, effectivement, il n'y avait pas matière à discussion de toute façon dans un cas comme ça. Non. Donc ils m'ont sauvé la vie parce que je faisais une hémorragie et puis elle aussi, ils lui ont sauvé la vie. Donc en 2 minutes, on était
En fait, moi, j'ai juste vu un masque qui m'est arrivé sur le visage et puis une paire de ciseaux qui m'a coupé le t-shirt. Parce que là, je pense que et c'est tout à fait normal, ils ont même pas le temps de t'expliquer ce qui se passe, ni à toi, ni à ton mari. Ils ont le temps de Ils nous le dire, disent dans ils la ont le foulée. temps, oui, ils ont le temps de nous dire, ben écoutez, en tout cas, si ça se stabilise pas là, parce quand ils ont coupé le cerclage, ils m'ont dit si ça se stabilise pas, on devra la sortir d'urgence. Et puis, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Donc tu comprends quand même ce qui t'arrive. Tu vois le masque qui arrive sur toi, mais tu comprends. Oui, je sais. Tu sais, ouais. Je sais, ils m'ont prévenu. Okay. Et ton mari, il est à côté de toi, il peut rester. Alors, mon mari, il était sorti, et puis ils l'ont rappelé pour lui dire, bah écoutez, revenez, parce qu'en fait, elle va accoucher là. On va sortir le bébé. Donc, mon mari, il revient, mais ça s'est fait en 2 minutes, donc il a... 2 minutes. Ouais. C'est 2 minutes, c'est... Ouais. Waouh. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est tellement rapide. Bah, mon mari, il a rien pu voir, Ouais. alors qu'il était à, je sais pas, 200 mètres. Voilà, moi, je me réveille en salle de réveil. Je vois mon mari, je vois une infirmière qui parle, qui explique un peu 2-3 choses, je sais plus ce qu'elle dit, mais moi, je veux juste savoir si elle est vivante, ma fille, en fait. Et mon mari ne parle pas tout de suite parce que l'infirmière est en train d'expliquer quelque chose. Et je veux voir dans ses yeux si elle est vivante. Et je vois qu'il me fait un grand sourire. Et je te dis, ah, elle est vivante, elle est vivante. Et vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi, de me dire, elle est vivante, quoi, elle a survécu. Je suis trop contente. Tu m'as mis des frissons. Oh. Ouais. Ah, vraiment, c'était un moment très fort. Ce sourire, je l'oublierai jamais sur le visage de mon mari. Enfin, son sourire. On avait les masques. Il avait son masque, donc c'est ses yeux qui ont souri, en fait. Et ouais, ça voulait tout dire, quoi. Donc là, tu peux te dire, ok, je respire, je me réveille. Oui, je crois que je me dis... Voilà. J'en saurai plus après, mais au moins t'as cette info. Exact. Je me dis, ça y est, c'est bon. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas encore en tête qu'on va passer à la néonate et que là, ça va être une autre paire de manches. Au moins, je suis encore sur un nuage, mais je veux rester à distance. C'est-à-dire que c'est mon mari qui fait les va-et-vient pour amener le lait, parce que j'ai commencé à tirer mon lait peut-être 24 heures après. Donc, je suis très fière de tirer mon lait. J'ai une césarienne, donc je marche pas, mais du coup, c'est mon mari qui fait les allers-retours. Parce qu'à ce moment-là, ta fille, tu peux pas encore la voir. Je peux, parce qu'il y a des chaises roulantes pour y aller. Donc, t'as pu Donc, j'ai pu y aller. Donc, mon mari m'a amené la voir. Et après, j'y vais plus du tout. C'est mon mari qui fait pendant au moins 3 jours, je crois. J'y vais que si mon mari, il est là. J'ai trop peur d'y aller, toute seule. Parce que pour bien comprendre, toi, t'es dans une chambre. Oui. Dans une chambre seule. Oui. Et ta fille, elle est dans une chambre, dans une autre chambre, mais en service de néonatologie. On est dans 2 services différents. D'accord. Moi, je suis en maternité. Okay. Elle est à la néonatologie. D'accord. Donc, voilà, il y a 2 ascenseurs qui nous séparent, quoi. D'accord. Ouais. Il y a 2 couloirs. Enfin, ouais. Ça paraît rien, mais c'est énorme comme ça. C'est énorme, mais c'est à côté. Enfin, mais voilà, c'est une distance émotionnelle qui se crée aussi. Parce que c'est ma fille, mais j'ai pas créé avec elle quelque chose encore. Et puis quand je la vois, j'ai pas l'impression qu'elle sorte de moi. Enfin, c'est très bizarre. Je vois quelque chose qui est extérieur à moi complètement. Je me dis pas, c'est pas le moment magique où tu dis, il y a quelque chose qui se crée, c'est mon bébé. Il y a pas ça. Je la vois, je suis contente, je suis émue qu'elle soit vivante et c'est tout. Et je veux juste me réfugier, en fait, dans ma chambre. C'est ce qui va se passer pendant 3 jours. Puis, j'ai eu une montée de lait assez importante, peut-être au 4e jour. Et là, je me mets à pleurer parce que j'ai mal, je suis vraiment pas bien, je suis bousculée. Puis les sages-femmes, elles viennent me voir, elles me disent, qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Est-ce que vous voulez du thé ? Je dis, ouais, je veux bien une infusion. Enfin, puis elle me propose une petite infusion, camomille. Puis je prends ça, puis je m'effondre encore à nouveau. Puis l'infirmière, elle me dit, mais de quoi avez-vous besoin ? Puis là, je la regarde, je lui dis, je crois que j'ai besoin de ma fille, en fait. Elle me dit, allons-y. Puis je dis, il est 23h. Hein. Je dis, elle me dit, écoutez, il n'y a pas d'heure à la néonatologie. Donc, elle va prendre une chaise roulante et puis elle m'amène à la néonatologie toute seule. Et là, je fais une vraie rencontre avec ma fille à ce moment-là parce que j'ai la force
de m'assumer, enfin de faire cette rencontre mère-enfant. Sans ton mari. Sans mon mari. Parce que jusque-là, c'est mon mari qui faisait les pots à pot, parce qu'on avait commencé deux pots à pot, je crois. Et moi, j'avais jamais osé. Et là, ce moment-là a été la vraie rencontre avec ma fille, en fait. Où rien que le fait d'être dans la pièce, pour moi, c'était un exploit. D'être assise sur le fauteuil, de la regarder, c'était vraiment un exploit. Alors quand je suis remontée, j'ai vomi. C'était tellement fort, tellement d'émotions, tellement pour moi que... Ouais. Quand tu dis que c'était un exploit, c'est à la fois physique mais aussi beaucoup émotionnel, c'est ça? Émotionnellement, oui. C'est parce qu'on est bousculé en fait. Parce qu'on n'était pas censé voir son bébé à ce stade. Donc c'est un choc. Je suis un peu curieuse, et à la fois je me dis oui mais c'est moi sa mère quoi, donc je dois assumer de rester pour elle et vaincre mes peurs en fait, c'est ça. L'exploit il est là, c'est de vaincre sa peur. Parce que on a peur qu'elle parte, parce que les médecins ils disent il y a une chance sur 2 qu'elle survive. Une chance sur 2, c'est énorme. Oui, à 24 semaines, il y a une chance sur 2. Donc j'ai envie de me mettre du côté du positif et des 50% de chances de survie. Parce que je me dis, faut que je fasse comme pour ma thyroïde en fait. Je prends je vais tout tenter. Et voilà, et donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas annoncé à nos proches tout de suite la naissance de la petite. Mon frère, ma soeur, je crois qu'on a attendu 3 jours. Ils savaient pas que t'étais hospitalisée à ce moment-là? Okay. Non. Non, on a annoncé vraiment à nos parents 3 jours après. En même temps, c'est le temps dont tu avais besoin déjà pour atterrir, quoi. Et déjà. encore. Et puis, j'avais pas envie de leur annoncer une bonne nouvelle, puis une mauvaise derrière. On l'avait déjà fait 10 ans avant, donc j'avais pas envie de les faire revivre. Et c'est vrai que des fois, dans ces moments-là, on pense aux autres. Là, tu penses encore aux autres, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. On a sa peine et en même temps, on se dit, on veut pas en faire aux autres non plus. Du coup, voilà, on a fait 5 jours pour la famille un peu plus éloignée, les amis. On a annoncé 5 jours après, puis à 7 jours, tout le monde savait qu'on avait notre petite fille en néonate au bout d'une semaine. Parce qu'on disait au bout d'une semaine, c'est bon. On a quand même passé des choses, même si à 7 jours, un des moments où voilà, je commençais à me sentir assez à l'aise dans le pot à pot, j'arrive à l'hôpital et je m'installe. Enfin, j'ouvre la porte d'abord et puis, en fait, je vois qu'il y a 5-6 médecins autour d'elle. Médecins ou infirmiers, je sais plus. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis je vois que ça sonne un peu de partout, mais il m'avait dit, écoutez, les machines, elles sonnent tout le temps. Ne vous inquiétez pas, il va falloir... Nous, on s'occupe, on va gérer... Donc je me dis, ok, moi je commençais à m'habituer à ces machines qui sonnent. Donc je me dis, mais là quand même, il y a beaucoup de monde dans la chambre et personne ne me parle. Ils sont tous sur la petite, au-dessus de la couveuse en fait. Donc je vois pas ma fille, je vois que des blouses blanches autour. Et puis je vois quelqu'un qui pompe un ballon vert, donc je me dis, wow, vraiment il y a quelque chose. Et puis il y a une infirmière qui se rend compte que je suis rentrée dans la pièce. Un médecin qui vient me voir qui me dit, elle a arrêté de respirer. Donc je vous propose de sortir de la chambre et puis on vous redira ce qu'il en est. Donc là, je m'effondre en fait. Je sors de l'hôpital parce que je peux pas rester. Je sors de l'hôpital, je retrouve mon mari en bas. Il était en train de monter parce qu'on allait faire les deux le pot à pot. On allait alterner. On avait rendez-vous et puis je lui dis, écoute, en fait, c'est fini. Elle respire plus. C'est terminé. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, écoute, on peut pas y aller dans la chambre, elle a arrêté. Et en fait, il me dit, on rentre à la maison. Moi, je suis effondrée, je vais tirer mon lait. Moi qui faisais les 100 millilitres de lait, j'étais trop contente. Puis là, j'ai rien sorti comme lait, j'étais au bout du trou, quoi. Je me suis dit, ok, c'est fini, en fait. Mon mari, il reste optimiste. Il me dit, mais non, tant qu'on nous a pas dit que c'est fini, ils t'ont dit qu'ils allaient rappeler, donc on attend. Tant que c'est pas fini, quoi. Je m'endors tellement que je pleure, parce que... Dehors Non, on rentre à la maison. Ah, ok. Et là, je m'endors, en fait, dans mon lit. Parce que pendant tout ce temps, ils essayent de la réanimer, de l'aider à respirer.
À ce moment-là, je ne savais pas combien de temps ça allait. C'était 14 heures. Quand j'y suis allée, ils nous ont appelés à 22 heures. Ouais. Moi, j'ai pas trop vu le temps passer puisque j'étais au fond. Et 22 heures, mon téléphone sonne, mon mari me dit, mais le haut-parleur, écoute, et puis elle dit, une infirmière qui dit, écoutez, ça y est, Natila, elle est repartie, tout va bien, on est soulagés. Moi, je suis encore plus effondrée, soulagée, mais tellement épuisée. Je dis, écoutez, on passera demain la voir. Ils me disent, mais oui, reposez-vous. Et en fait, si tu veux, le lendemain, quand je la vois, il y a une phrase que les médecins me disaient qui a pris tout son sens. C'est que vous êtes la mère de cet enfant. C'est vous la maman. Et en fait, je me suis dit, ok, en fait, c'est moi sa maman. Et si je dois être sa maman pendant 15 jours, pendant 3 semaines, je vais l'être pleinement, en fait. Parce que l'univers peut-être me donne la possibilité de vivre ce moment et de vivre ma parentalité en fait là. Et je sais jamais à quel moment ça va s'arrêter, donc je dois le vivre à fond en fait. C'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Et là je dirais bon, allez, à fond, je venais tous les jours. Enfin, toutes les réticences que j'avais, tout est parti en fait à ce moment-là en me disant mais voilà, je peux la perdre en fait. C'est pas acquis. Ok, elle a respiré. Par elle-même, ok, elle a pas été intubée, mais elle a encore besoin de moi et il faut que je sois là pour elle et je ferai tout pour que ça marche. Et puis si ça s'arrête, en tout cas, j'aurais pas eu de regrets. Ouais, c'était fort. C'était vraiment fort. C'est très puissant. Et puis, comme tu dis que tu étais revenue à l'hôpital, ça veut dire que là, tu avais quitté l'hôpital, tu étais déjà rentrée à la maison? À 7 jours, oui. À 7 jours, tu as fait 7 jours sur place? Oui. Parce que du coup, toi, tu avais des soins particuliers par rapport à la césarienne. La césarienne, mais par rapport au placenta qui s'est décollé, non. En fait, ils ont regardé que tout était sorti, donc c'était tout bon. Moi, ce que j'ai eu, c'était aussi une anémie forte, parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Donc beaucoup d'étourdissements, donc voilà, j'étais supplantée en fer en fait. Donc ils attendaient que tout ça revienne en place. Donc oui, j'ai eu le temps de rentrer à la maison, peut-être au bout du 5e jour, je pense. J'étais à la maison. Alors la chance, c'est qu'on n'habitait pas trop loin. Oui. Mais c'est quand même éprouvant, les allers-retours. C'est ça, et puis c'est encore une nouvelle, parce que là tu t'étais en quelque sorte, entre guillemets, habituée à un certain rythme pour monter voir ta fille, redescendre, etc. Oui. Ou descendre, non, tu montais. Je descendais. Tu descendais en néonate. Mais là, du coup, d'un coup, tu rentres chez toi, tu le vis comment aussi, de te dire qu'il y a une autre distance qui s'installe et un autre mode de vie qui doit se mettre en place, parce que tu dois retourner, en fait, tu l'as dit, mais... C'est très bizarre comme sentiment. J'ai l'impression de plus avoir d'enfant en rentrant chez moi, parce que... Et j'ai pas d'enfant, et en même temps, je retourne dans le lieu où j'étais quand j'étais enceinte. Tu vois, donc je retrouve mon lit, où tu te dis, mais il y a quelques jours, j'étais assise là avec mon gros bidon, quoi, et là, je reviens et plus rien. Ça fait très mal, parce qu'en fait, on se dit, j'étais censée revenir à la maison avec un bébé, c'est-à-dire avoir du son. Et là, le silence dans la maison, c'est terrible, en fait. Parce que, il n'y a plus rien. Plus de ventre, pas de bébé qui pleure. C'est vraiment très, très, très bizarre comme sentiment. En même temps, voilà, j'ai envie de retourner à l'hôpital, être à côté d'elle, et en même temps, l'hôpital, ça fatigue. On est beaucoup d'ambivalence, en fait. J'imagine, voilà, dans toutes les maternités, on a ça, on a envie de se reposer en entendant, on veut rester avec son enfant. Voilà, on est entre ces mouvements de va-et-vient. Mais là, c'est particulier, en sachant que du coup, tu es encore avec ta cicatrice de césarienne, ton manque de fer, enfin, même si tu es supplantée, tu es quand même, voilà, épuisée. Extrêmement épuisée. Et puis, donc, tu fais des allers-retours, et puis quand tu es là-bas, tu vas la voir dans la pièce où elle est, mais tu n'as pas forcément un espace pour toi, pour te reposer entre deux, ou ça se passe comment ?
Non. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on se reposait pendant les pot à pot. Ok. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça, c'est vraiment un moment où on fait la sieste, quoi. Donc, c'est vrai que le pot à pot, c'est vraiment top. Moi, j'ai mis du temps à le faire. C'est mon mari qui a fait les premiers. Parce que j'avais besoin de temps pour la sentir sur moi. Ce qui était drôle. En fait, quand j'étais enceinte, quand elle bougeait dans mon ventre, on n'a pas eu beaucoup de temps pour la sentir bouger parce qu'elle est née très tôt, quasiment à 5 mois de grossesse. Donc. Mais quand elle bougeait, je disais à mon mari, écoute, mets ta main, tu vas la sentir bouger. Et puis il me disait, ah non, ça me fait trop bizarre, j'aime pas. Et quand elle est née, c'est lui qui me disait, touche-la. Et puis c'est moi qui disais, non, j'aime pas la sensation. Et c'était ça s'est inversé en fait nos rôles. Et donc ça m'a pris un petit peu de temps d'accepter de la sentir sur moi. Et c'est dans ces moments-là où je chantais énormément. Ça me faisait du bien de chanter, ça me détendait. Et j'avais l'impression que qu'on était vraiment en symbiose dans ce moment-là, quoi. Et ensuite, on s'endormait. Voilà. Enfin, moi, je m'endormais en tout cas avec elle. Donc, c'était les moments pour moi de repos aussi, où il y avait les soins, le pot à pot, l'alimentation. Et en fait, les choses évoluent au fur et à mesure que l'enfant grandit, parce qu'une fois que le bébé passe les 1 kg, 1 kg 5 selon l'évolution, on voit plus le bébé de la même façon. Moi je voyais un bébé enfant avec un peu de gras, un peu de cuisse, un peu de joue, ça évolue. Et puis après, une fois qu'on passe au lit chauffant, parce qu'il n'y a plus la couveuse, quand l'enfant prend du poids, il n'y a plus la couveuse, il y a juste le lit chauffant, et du coup on n'a plus cet obstacle. On peut toucher l'enfant, on peut on a vraiment ce contact plus direct avec le lit chauffant. Ça change tout. Au début, quand elle est dans la couveuse, tu peux la prendre ou tu dois demander à quelqu'un, tu dois te sentir un peu maladroite. On ne peut pas la prendre dans la couveuse, en fait on peut la toucher parce qu'ils ont 2 hublots, on peut mettre les mains à travers, donc on peut la toucher. Et pour faire le pot à pot, en fait c'est toute une organisation. En fait les infirmiers doivent être 2 pour sortir le bébé de la couveuse. Et en fait le bébé il fait beaucoup de désaturation à ce moment-là parce qu'il est mobilisé, il est bougé. Du coup, on contrôle un peu toutes les données pour voir qu'il ne désature pas, que son cœur va bien, qu'il reprend sa respiration comme il faut. Voilà, donc c'est très, très, très contrôlé dans ces moments-là. Et une fois qu'on est installé, nous, en fait, on réceptionne le bébé et puis on reste là et puis on ne bouge plus. Mais là, tu restes du coup vraiment pendant un bon moment, c'est ça ? Alors, au début, je restais 1 heure parce que ma vessie ne pouvait pas plus. Et après, je pouvais facilement faire 2 heures, 3 heures, ouais. D'un coup, sans te lever. Ouais. Ok. Ouais. Et tu fais ça plusieurs fois par jour, donc tu 2 fois par chez jour, toi et tu reviens. Ouais. Ok, wow. Ouais. On fait le plus de pot à pot possible pour que l'enfant soit synchronisé avec la respiration. Je me dis que c'est des repères qu'elle a eu quand elle était dans mon ventre, donc elle retrouve un peu ses repères, ma voix, le bruit de mon estomac parce que j'avais souvent faim. Donc c'est des moments chouettes que j'apprécie. Et puis aussi des fois je fais un peu de lecture. En parlant de lecture, j'étais partie à l'Arcade des sages-femmes chercher un bouquin sur la prématurité. Et en fait, j'ai juste fermé le livre, parce que ça m'a encore plus angoissée sur tous les risques qu'il pouvait y avoir. Et puis, je dis, non, pitié. Je vais y aller un jour après l'autre et puis on verra ce qui se passe, quoi. Et t'as d'autres sources à ce moment-là ? On te conseille, je sais pas, les lectures, c'est pas évident, surtout si c'est très technique, mais peut-être d'autres témoignages de parents, des podcasts ou quelque chose ou... Oui, alors j'avais écouté 1 ou 2 podcasts, mais ce qui m'a le plus aidé, c'était un suivi psychologique. En fait, j'avais un suivi psychologique. J'avais aussi la pédopsychiatre. Mais c'est proposé par les HUG ? Oui, tout à fait. Il y a un suivi qui est proposé. Mais finalement, j'ai écouté 1, 2 podcasts et j'ai arrêté parce qu'en fait, je ne supportais pas trop encore le témoignage des autres. J'avais besoin de recul avant d'écouter ce que vivaient les autres. J'avais pas de place en fait dans ma tête encore pour... mais j'avais besoin d'un soutien pour moi, pour le moment. Et non, c'était chouette d'avoir ce suivi. Même après,
le départ de l'hôpital, enfin de Natila, quand elle est sortie de l'hôpital, je pouvais encore revoir la pédopsychiatre. Et ça, c'était vraiment chouette. Et c'était sur place C'était sur place, oui. Elle venait directement à l'hôpital. Il y avait la psychologue plus la pédopsychiatre qui sont du service de néonat. Enfin, du service peut-être de maternité, je pense, tout simplement. C'est génial, oui, de savoir que c'est global, quoi. Enfin, oui. Elles connaissent ta situation, c'est sur place, ça t'évite de faire encore des allers-retours. Ah oui, non. Elle venait sur place, et puis ce que je trouvais chouette aussi, c'est qu'elle pouvait venir voir le bébé. On pouvait se voir dans la chambre du bébé. Ça, c'était vraiment chouette. Parce que quand on parle d'un enfant, on a envie de partager, de le montrer, parce qu'au final, on ne l'a pas montré à beaucoup de gens. Personne ne la connaît. Les proches qui ont demandé des photos au début, on ne peut pas leur envoyer des photos. Parce que pour moi, elle n'était pas jolie. Mon mari, il la trouvait hyper belle. Moi, je la trouvais moche. Du coup, au début, on voyait des photos aux gens, c'était pas possible. Moi, je leur disais, non, mais il y a plein de câbles. Elle a un masque sur le visage. Quand elle aura plus la CPAP, voilà. Parce que les gens, ils vous disent spontanément, elle ressemble à qui? Ouais, c'est difficile à dire. Quelle question. Je crois pas moi en tout cas. Wow. Non, au début, c'est dur. Vous dites, non, mais vous imaginez même pas. Ouais. Donc moi, j'ai eu quand même la chance, malgré le Covid, de pouvoir recevoir ma sœur et mon frère qui sont venus me soutenir. Ma tante aussi. Recevoir, c'est-à-dire à la maison. Et puis, ils sont venus voir ma fille à la néonatologie. Okay. Ouais. Donc, le service a accepté qu'ils viennent. Ça, c'était vraiment... Ils sont vraiment conscients du fait que les parents ont besoin de soutien de leurs parents, de leurs proches, de leur famille, quoi. Et ça, j'avais peur en faisant la demande qu'ils refusent, parce qu'on était en plein Covid, quoi. J'avais tellement peur, et pour moi, le pire, ça aurait été qu'ils me disent non, mais j'aurais compris, mais en même temps, ça m'aurait tellement blessée. Puis mon frère et ma soeur, ils avaient fait le déplacement depuis Paris. Ils étaient à la maison pendant 1 jour, 2 jours, en attendant la réponse. Et puis, on leur a dit, ok, mais une personne après l'autre. Et puis, on a fait une demande aussi assez particulière, parce que mon frère, il joue de la musique, enfin, il est musicien. Et du coup, il voulait jouer un petit morceau de musique à ma fille. Et ils ont aussi accepté. C'est génial. Donc, il est venu avec sa guitare. Et il avait fait une composition pour elle. C'était tellement chou. Donc, ma fille a eu droit à un concert privé à la néonatologie. Wow. Ah, c'était génial. C'est des moments qui sont très forts et qui me marqueront à vie, quoi. Ça se voit parce que tu souris tout le temps. Mais là, ton sourire, il a... Ah ouais, ça, c'était magique. Ouais. Et puis voilà, c'est ce genre d'entraide dont on a besoin. Ma sœur à la maison, elle faisait à manger. Et puis elle mettait tout à congeler. Parce qu'ils n'étaient pas là pour longtemps. C'est tellement précieux. Ouais. Et là, quand je rentrais, quand elle est partie, ils sont restés 1 semaine. Ils se sont alternés. Puis voilà, quand ils sont partis, j'avais au moins ces bons petits plats, plus qu'à réchauffer. Et ça, c'est du pur bonheur, quoi. On le dira jamais assez. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux pour accompagner des parents complètement qui sont en néonatologie, qui jonglent. Ouais. C'est un cadeau hyper précieux. Donc appel à toutes les personnes qui peuvent les soutenir comme ça. Ah oui, mais vraiment. Magique. Des choses de base, en fait. Le ménage, faire à manger, mon frère qui fait de la musique, voilà, enfin... Ouais. Les proches peuvent apporter ce qu'ils savent faire de mieux, en fait, tout simplement. Ouais. Oui, il n'y a pas besoin de se casser la tête à essayer d'imaginer des trucs ou à stresser parce qu'on ne peut pas offrir le jeu ou le petit vêtement de rêve, etc. Ah, vraiment, on n'y est pas du tout là, quoi. Là, vraiment, c'est vraiment l'essentiel de la vie qu'il faut apporter et c'est tout. Et une épaule, quoi, pour pleurer parce que des fois, voilà, on a besoin. Même si on peut pas avec les mots expliquer tout, mais moi j'étais contente que mon frère et ma soeur puissent voir la chambre de ma fille, parce que je leur disais par téléphone ce qui se passait, mais le fait d'être allée dans cette chambre et de voir ma fille là, et puis j'étais contente de leur offrir cette place de tonton, tati déjà, que je pouvais pas... Oui, parce que les rencontres, c'est ce qui scelle en fait la naissance. On se dit, voilà, là, il y a une présentation qui se fait. Et que les HUG m'aient permis de vivre ça,
top. Ouais, parce que tu l'as dit, vous étiez en période de Covid. C'est ça. C'était pas la première vague, mais ça reste qu'il y avait un protocole particulier. Déjà, le protocole de la néonate qui est très rigide, mais alors en plus, le protocole Covid, Oui. vous deviez porter le masque. Oui. Et ça rajoute en plus vraiment énormément de rigidité en fait à la rencontre avec votre fille. Alors l'avantage, c'est que une fois qu'on était seul dans la pièce, on avait le droit d'être sans le masque pendant le poids-pot. Mais il suffisait qu'il y ait une infirmière qui rentre. En fait, entre adultes, on devait, dès qu'il y avait une autre personne présente, on devait porter le masque. Ça a rajouté une difficulté, mais à la fois, je me sentais quand même bien accompagnée parce que il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup d'empathie. Enfin, voilà, le fait qu'ils aient accepté que mon frère et ma sœur viennent, je me suis dit, mais waouh, vraiment, ils font un effort incroyable. Alors qu'il fallait filtrer pas mal les entrées à l'hôpital. Est-ce qu'il y avait droit aux visites quand même? Et puis en néonate en général ou bien Non. Enfin, tu veux dire en néonate en général, il n'y a pas le droit? Ou c'était parce que c'était le Covid? Non, il y a pas de visite vraiment en néonate. Les personnes qui peuvent rentrer en néonatologie, ce sont les parents. Okay. Quelquefois, les frères et sœurs peuvent venir voir aussi. Mais non. Donc, c'était vraiment exceptionnel ce qu'ils ont fait. Puis, ils savaient que mon mari voyageait à l'époque. Et en fait, bon, il avait prévu son voyage de travail. Enfin, c'était pour le boulot. Donc, il savait que j'étais seule, mais vraiment seule à la maison, quoi. Et que mon frère et ma soeur étaient venus me soutenir et qu'ils repartaient. Mais c'est pour ça que je suis très émue qu'ils aient fait cet effort pendant le Covid. Voilà, mais mon frère et ma soeur étaient testés, ils étaient négatifs, le protocole était respecté. Et ils n'avaient pas le droit d'aller autre part que la chambre de ma fille et puis repartir. Mais c'était du pur bonheur. Ce que je voulais te demander, c'était comment ça se passe aussi là. Tu disais, voilà, il y a différents stades dans la prématurité. Je dirais extrême prématurité, ça serait de 24 à 28 semaines. Grand préma, 28-32. Prématuré, 32 à 37. Ouais. Exactement. Okay. Disons qu'à partir de 32 semaines, il y a plein de choses qui sont automatiques. La respiration, la succion commence. Donc il peut commencer à être au sein. Voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en route en fait. Parce que jusqu'à là, il fallait lui donner, lui donner ton lait que tu tirais, donc tu l'as expliqué, mais... Par la sonde gastrique. D'accord. Donc c'est une sonde gastrique qui descend, voilà, une sonde qui va jusqu'à l'estomac. Et en fait, vous avez un pouce-seringue, en fait, le lait est mis dans une seringue. Vous avez cette machine qui hurle, je déteste. Et en fait, elle pousse gentiment le lait dans l'estomac du bébé. C'est toi qui... Non, c'est la machine qui le fait. Ah, ok. Donc les infirmières, ils installent juste la seringue. Et ça s'appelle un pouce-seringue. Et en fait, quelques secondes avant que ça s'arrête, ça sonne, mais ça fait un bruit terrible. Et en fait, ce qu'elles font, qui est génial dans cette formation pour les infirmiers et toute l'équipe médicale, c'est qu'on va stimuler la zone orale du bébé à ce moment-là pour qu'il fasse le lien entre la stimulation de mes lèvres, de ma bouche, l'intérieur des joues, avec un petit coton. Ils vont imbiber le lait et elles vont stimuler l'intérieur des joues, la langue, etc. du bébé quand il est alimenté. Et de manière à ce que l'enfant fasse ce lien entre ok, je suis en train de me remplir, mais c'est pas du gavage en fait, c'est une stimulation qui va se faire. Et au fur et à mesure, on va voir le bébé commencer à ajuster ses lèvres autour du coton-tige. On va voir ce petit mouvement de lèvres qui va se faire. Deux fois, il commence à sursauter. Et là, il va s'effondrer parce que c'était tellement d'efforts. C'est chaud. Et voilà, ils vont faire ça à chaque fois pendant des semaines et des semaines. Ouais. Et puis ensuite, on va aussi, pendant le pot à pot, mettre le bébé au contact du sein, du mamelon. Il va commencer à lécher le mamelon gentiment, aussi pendant l'alimentation, jusqu'à ce qu'enfin, on puisse avoir les premières suctions et les premières mises au sein efficaces. Parce qu'au début, elles ne sont pas très efficaces. Et voilà, au début. Puis alors à chaque fois, c'est des toutes petites victoires. Enfin, des toutes petites qui ont l'air toutes petites, mais qui sont énormes. C'est à chaque fois une victoire. Ouais, donc on est vraiment dans le détail, du détail, quoi. Donc t'avances, en fait,
avec à vue cette prochaine victoire. Ouais, petit à petit, pas à pas, pas de fourmis, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai des proches qui ont aussi des bébés, qui étaient enceintes en même temps que moi, et qui viennent accoucher à l'hôpital. Donc, j'ai la femme de mon cousin qui accouche à cette période, et je vais la voir. Je suis trop contente de la voir, et je vois son petit bout qui a 1 jour et qui prend le sein. Et là, c'était tellement dur de voir ça. Je me dis, mais ça fait des semaines que moi je lutte. Et elle, en 24 heures, c'est fait, quoi. Elle était à combien de semaines, ta fille, là? Là, elle était, je pense, à 32, 33. Ouais. Parce que du coup, on continue à calculer la semaine de grossesse. Oui. Ouais. On continue à compter comme ça. C'est énorme, parce elle est sortie à 24. Ouais. Donc c'est quand même 8 semaines. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et donc là, je lui dis, 24 heures, lui, il prend le sein comme ça. Puis c'est choquant, en fait. Ouais. De dire, mais on n'est pas dans le même travail, quoi. Puis tu dois avoir un bébé aussi qui est physiquement aussi complètement différent. Ça doit être... Ah oui. Ouais, c'était dur. J'étais très contente de la voir, et j'en suis ressortie effondrée. Vraiment. Ouais, j'étais... je me dis, mais ok, on a encore du parcours, en fait. Ouais. Je suis revenue auprès de ma fille en me disant, on a encore du combat. On a encore du pain sur la planche. Et il va falloir que je trouve les ressources et que je trouve la force de continuer à me battre. Parce que je veux pas abandonner l'allaitement. Je sais qu'elle en a besoin. Je sais que ça va l'aider à grandir et qu'elle a besoin de tout ce que je peux lui apporter. Notamment, pour moi, c'est un travail ça fait partie de mon travail de maman que de l'allaiter, quoi. Donc, je veux pas abandonner. Et là, il faut que je tienne des semaines et des semaines, quoi. Et puis, tu arrives à tenir... Bon, après, tu disais que voilà, tu as eu cette chance d'être quand même aussi accompagnée par des proches qui te préparaient à manger, mais ça veut dire qu'aussi pour allaiter, il faut quand même avoir un certain cadre. Alors, tu peux le faire, mais c'est vrai que si tu dors pas assez, tu manges pas, enfin, c'est quand même aussi beaucoup de choses qui, mises bout à bout, peuvent vraiment compliquer ton allaitement. Donc, selon les cas, ça peut vraiment te mettre aussi vraiment un stress énorme pour pouvoir réussir à tout gérer. Là, donc on avait une conseillère en allaitement quand même au service qui passait nous voir, qui passait donner des conseils, et une des choses qu'elle disait, ne vous réveillez pas pour tirer votre lait. Dormez. Sinon votre lait ne sera pas de bonne qualité de toute façon, vous serez épuisé. Et je parlais avec 2-3 mamans aussi à qui on disait la même chose, rentrez chez vous, il est déjà 22h, vous rentrez chez vous et vous dormez. Et quand vous vous réveillez, vous vous réveillez. Mais mettez pas de réveil, quoi. Ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Pour vraiment garder le cap, quoi. Parce que j'aurais pas pu tenir, en fait. Je me suis pas fait prier parce qu'en fait, je dormais comme un bébé, quoi. T'en as besoin. Ouais, j'avais vraiment besoin. Et oui, après ça, une fois que... après, ma fille, elle a très bien pris le sein, et ça, c'était une chance. Et quand on est rentré ici, une des premières choses que j'ai fait, c'est de virer le tire-lait, quoi. J'en pouvais plus de cette machine. C'est l'amour-haine. Ouais, oui. À ce moment-là, avec cette machine, en fait. Je pouvais plus la voir. Ça fait 4 mois et demi que je tirais mon lait. Et j'avais enfin la possibilité d'allaiter ma fille exclusivement. J'étais là, waouh. Quel bonheur, quoi. Ouais. T'as pu commencer à l'allaiter du coup là-bas au HUG. Oui. Et après, vous rentrez à la maison. C'est à partir de combien de semaines que tu peux rentrer à la maison? Est-ce que c'est au cas par cas ou il y a quand même des... C'est au cas par cas. D'accord. Généralement, on est autour du terme de l'enfant pour rentrer à la maison. Moi, elle est rentrée 2 semaines après son terme. Donc elle est quand même restée de 24 semaines jusqu'à... 2 mois après son terme, peut-être 43, 44 semaines. Donc elle a fait 4 mois. Elle a fait 4 mois et demi. 4 mois et demi. Ouais. Elle a fait 4 mois et demi à l'hôpital. Elle est rentrée quand l'alimentation ne l'épuisait plus. Parce que c'est toute l'alimentation qui va faire cette différence aussi. Souvent, en fait, ce qui se met en route, c'est... on regarde si l'enfant, il fait pas de désaturation. Donc, on regarde si l'enfant, au niveau cardiaque, tout va bien. Et la dernière chose, souvent, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est l'alimentation. Pour ma fille, ça a été aussi ça.
qu'elle ne s'épuise pas, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'au sein, elle prenait et était tellement fatiguée que le reste de son lait, on lui donnait à la sonde gastrique. Ensuite, peut-être 1 ou 2 semaines avant de sortir, on a enlevé la sonde gastrique et elle prenait le reste au biberon. Et une fois que le biberon, ça l'épuisait pas trop, ça y est, on a pu rentrer à la maison. Ok. Donc moi, je l'ai mise au sein et puis quelques biberons de temps en temps. Et quand mon lait a diminué, j'ai introduit le lait artificiel à ce moment-là. Mais j'étais contente déjà d'avoir fait tout ce temps qu'avec du lait. Et puis ce qui était bien, c'est que les 3 premiers jours, je tirais vraiment très peu. Et l'hôpital m'a demandé si j'acceptais les dons de maman. Ah, j'ai dit, mais oui, bien sûr. Et donc, elle a eu, pendant les 3 premiers jours, du lait de maman qui faisait les dons, quoi. Quel cadeau. Ah ouais, vraiment, ça, j'ai trouvé chouette qu'il y ait cette solidarité. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Et alors, le retour à la maison? Le retour à la maison, il est assez rythmé. Parce que j'arrive ici, on aménage le 25 décembre dans le nouvel appartement. Non, 25 novembre, pardon. Donc, en fait, on a demandé à l'hôpital de garder notre fille 2 jours de plus. Parce que comme par hasard, en fait, on avait notre nouvel appartement en même temps que sa sortie. Ok. Évidemment. Voilà, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc voilà, on arrive à la maison et puis en fait, on est en plein dans les cartons. Il y a des cartons partout. Et mon mari devait partir en voyage, donc il a juste mis la chambre, il a juste fait la chambre de la petite, le lit, mon lit, enfin la base. Et puis c'est mon frère qui est revenu pour m'aider à déballer les cartons et tout. Ensuite, ma soeur est revenue à nouveau. C'est chaud. Ouais, vraiment dans ces moments, on a besoin d'être avec du monde, quoi. Ouais, des proches comme ça. Ouais, vraiment, c'était chouette. Et là, on prend un peu le relais de l'infirmière parce que pour ma fille, il y avait beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup de traitements parce qu'elle ressort avec une bronchodysplasie, donc c'est une maladie des poumons puisque les poumons ont travaillé trop tôt. Elle n'a pas eu le temps d'avoir la maturation des poumons, du coup, il n'y a pas cette plasticité ou cette... en fait, quand l'air rentre, c'est pas fluide, quoi, on va dire ça comme ça. Elle a aussi de l'eau dans les poumons, donc elle a fait de la rétention d'eau, donc voilà, il y a plein de traitements pour les reins, il y a stimulation pour la moelle épinière, le fer, enfin, elle a une pile de médicaments à prendre. Elle a aussi, elle régurgite énormément, donc elle a un traitement pour tapisser l'estomac, pour garder le lait. Mais Dieu merci, en fait, elle a toujours pris du poids. Donc voilà, je dois enchaîner les médicaments et en fait, les traitements changent en fonction de son poids. Ah oui. Ouais. Bien sûr. Non, je vous dis, on ne faut pas faire simple quand on peut faire compliqué. Donc il n'y a rien d'acquis. Non. Qui change tous les... Et puis... Puis ils grandissent vite. Ils grandissent vite. Le poids évolue vite. Donc ça change. Donc il faut... Et ensuite, on a l'infirmier qui passe à la maison. Tous les jours? Pas tous les jours. Il y avait 2 fois par semaine l'infirmier. 2 fois par semaine la physiothérapie. Ah oui. Puisque les bébés qui sont nés aussi prématurément, ils ont des rigides articulaires souvent parce qu'en fait, ils sont souvent en hyperextension. Contrairement à un bébé qui se met en boule, un bébé à terme, il est en boule, le bébé préma, il est extendu comme ça. Comme une grenouille, en fait. Okay. Et donc, il faut faire bouger les articulations pour pas qu'elles restent raides. Donc, 2 fois l'infirmier, 2 fois la physio. Et se rendre à l'hôpital 1 fois par semaine environ, puisqu'il faut faire les prises de sang. Ah oui. Pour voir justement comment est-ce que les médicaments font effet, est-ce qu'il faut réajuster les traitements, etc. C'est vraiment pas de tout repos. Hein. Je crois que je regrettais l'hôpital à ce moment-là, parce qu'au moins tout était fait sur place. Mais là, c'était... les premières semaines, c'était horrible. Là, tu t'attendais pas à ça, non. En fait, à devoir... Tu t'es dit, je rentre à la maison, on va se poser... Oui, ouais. Oui. Moi, je me dis, voilà, on rentre à la maison, enfin, mon bébé, pour moi, j'ai un bébé à terme, maintenant. Non. Là, le plus dur commence là, à ce moment-là, comme pour moi, parce qu'il faut la force de se déplacer, parce que là, maintenant, il y a des heures de rendez-vous. Ah oui, ouais. Et puis, pour pas faire simple, vous avez rendez-vous à 9h.
C'est les heures de sieste. Les heures terribles pour préparer votre bébé qui régurgite tout le temps, que vous pouvez pas presser, pas manipuler, parce que sinon il régurgite et tout est trempé. On est en hiver, on est en décembre. Voilà. Chapeau. Ouais, vraiment. Je me rappelle, une fois, je me suis effondrée dans le bus parce qu'en fait, c'était au mois de janvier. En fait, ma fille, on avait essayé de pas trop la manipuler à l'hôpital, mais voilà, les prises de sang, c'était compliqué à cet âge-là. On a du mal à voir les veines. Donc, pour faire la prise de sang, on avait pris au moins 45 minutes. On avait essayé de chercher du sang partout, les mains, les pieds, enfin, un peu partout. Et puis, à la fin, elle était très affamée, donc je l'ai mise au sein. Et puis, j'ai pris le bus avec elle. Et en fait, elle a tout régurgité dans le bus. On était en janvier, elle était trempée. Moi aussi, j'étais trempée. Oh, j'étais en larmes. Voilà, des moments comme ça, vous vous dites, ok, bon. Ouais, c'est dur. Va falloir se détendre. Ouais. En plus, tu avais déménagé, donc tu n'étais même plus à côté de l'hôpital. J'étais plus du tout à côté de l'hôpital. Ouais. Mais, heureusement, ils grandissent vite. Ça dure pas trop longtemps. Gentiment, les rendez-vous s'estompent. En fait, on a de moins en moins de rendez-vous à l'hôpital puisque ça va bien. Donc, on a aussi l'unité de développement. On doit amener le bébé tous les 3 mois et ensuite tous les 6 mois et ensuite tous les ans. Donc, ça s'estompe gentiment. Et les médicaments, pareil, en fait, on les élimine au fur et à mesure parce que ça va bien, parce que maintenant qu'elle s'alimente, du coup, on peut complémenter avec autre chose. Elle se ressource autrement avec la carotte, les légumes, les fruits, enfin voilà. Donc ça ne dure pas très longtemps. Okay. Et puis, une fois qu'elle grandit, elle a d'autres contrôles, voilà, tu viens de dire, mais est-ce que c'est des contrôles comme les contrôles traditionnels ou il reste quand même des effets secondaires de la prématurité Ce sont des contrôles spécifiques pour bébés prématurés. D'accord. Même après, au fil des années. Donc, oui. À l'unité de développement, eux, ils la suivent jusqu'à ses 5 ans. Okay. Parce qu'il faut savoir que les bébés prématurés, comme ça, quand ils grandissent, ils ont des risques d'avoir un trouble de l'attention, par exemple, l'hyperactivité. Il y a plein de choses qu'on peut voir plus tard dans les apprentissages. Donc, ils restent jusqu'à l'entrée à la lecture, par exemple. Mais elle n'a pas eu de soucis. Donc, c'est vrai qu'ils vont voir les grands milestones, les grandes étapes. La marche, le langage, et puis voilà, toutes ces choses physiologiques où on voit que l'enfant évolue plutôt normalement. Et jusqu'à 2 ans, en fait, on va comparer toujours l'âge corrigé de l'âge de vie. Donc on va parler d'âge corrigé pendant ces 2 années-là. Tu peux expliquer la différence entre l'âge réel et l'âge corrigé ? Donc l'âge réel, c'est l'âge qu'elle a sur les papiers. Elle est née avec sa date de naissance. Donc de sa date de naissance à aujourd'hui, ça fait tel âge. Ok. Maintenant, elle devait naître en novembre. Donc on va enlever toutes les semaines, tous les mois. Et là, on va parler d'âge corrigé. Parce qu'en fait, on va corriger l'âge de vie. Et dire, en âge corrigé, qu'est-ce qu'elle était censée faire à cet âge-là ? Par exemple, moi, quand ma fille avait 3 mois de vie, en fait, en âge corrigé, elle n'était pas encore à terme. Vous voyez ? Donc, l'âge corrigé vient rectifier, en fait, la vision qu'on a de l'enfant, puisque c'est l'âge qu'il aurait dû avoir, en fait, par rapport à la date du terme. Okay. Ouais. Donc pendant longtemps, en fait, on pense encore âge corrigé, âge de vie, âge réel, âge de vie. Et ça va durer pas mal de temps, jusqu'aux 2 ans à peu près. À partir des 2 ans, on va considérer qu'il n'y a pas une grande différence entre un enfant qui est né en juillet et un enfant qui est né en août ou octobre, et qu'on pense à partir de 2 ans qu'il se rattrape. Donc disons qu'elle est censée, pendant ces 2 premières années, rattraper les autres. Okay. Donc très rapidement, ils vont me faire un courrier pour qu'elle soit inscrite à la crèche, pour qu'elle puisse justement être stimulée par les autres, qu'elle vive un côté un peu social, puisque au début, du fait de sa bronchodysplasie, elle ne devait pas être
en collectivité, pas du tout. Donc c'était interdiction d'être en crèche, et ensuite, il faut absolument qu'elle aille en crèche. Tu passes d'un extrême à l'autre. C'est ça. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que pendant un petit moment, en fait, on est un peu entre deux, se dire âge corrigé, âge de vie. Ok, bah elle est censée faire ça, elle le fait pas encore, mais c'est vrai qu'elle a l'âge corrigé. Ok, bon. Il faut être solide pour vivre ça. Hein. Quand tu dis le retour à la maison, voilà, tu dis que c'est le début, en fait, c'est la partie la plus difficile pour toi, parce qu'il y a toute cette organisation à avoir, mais est-ce qu'il y a aussi un moment où tu as un peu toute la rechute, en fait, de tout le stress que tu as accumulé pendant ces 4 mois où elle était là-bas? J'imagine que tu retiens un peu ton souffle en te disant, ok, est-ce que, même si au bout de certaines semaines, tu te dis, bon, là, quand même, elle est moins à risque, effectivement, qu'à 24 semaines, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu rentres à la maison et puis il y a tout qui te retombe dessus? Tout ce que tu as vécu ces derniers temps? Oui, ça m'est arrivé. Elle était déjà plus grande. Elle avait déjà, je pense, 7-8 mois. Où là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. J'ai commencé à avoir beaucoup d'angoisse. J'ai failli être sous antidépresseur à un moment donné, à cette période-là aussi. Ouais. Vraiment, on va dire, 6 mois après être rentrée à la maison, j'ai mon corps qui lâche, en fait. De temps de fatigue, de stress. Ouais. Et puis, je panique pour tout à ce moment-là, j'ai peur de tout. Parce que je pense qu'elle aussi, elle commence à se déplacer, gentiment, elle commence à rouler. Il y a aussi ces étapes-là où l'enfant, quand il commence à faire dos-ventre, ventre-dos, vous dites, mais en fait, je l'ai posé là, puis elle commence à bouger. Donc, je sais pas, ça met un stress où là, on n'est plus dans le contrôle, où on la pose et puis on sait qu'elle va rester là, quoi. Et donc, je pense que ça vient remuer pas mal de choses. Et oui, je me suis effondrée à ce moment-là. Mais bon, par chance, j'ai pas eu besoin d'être médicamentée, mais j'ai failli l'être. Ouais. Parce que j'avais un suivi avec une psychiatre aussi à ce moment-là. Et bon, ce qui m'a aidée, c'est encore la famille qui est venue plusieurs fois. Essayer de prendre le relais pour moi, m'aider dans les tâches de la vie, quoi. Et puis un mari qui est toujours très optimiste et qui est volontaire. Et voilà, ça aide beaucoup. Puis lui, justement, il l'a vécu comment, alors, le retour à la maison, enfin? Mais en même temps, est-ce que tu sens que lui aussi, à un moment, il y a tout ce stress accumulé qui commence à lui peser? Lui, de ce qu'il dit, il a vraiment eu peur de nous perdre les deux, ce jour-là. Et je crois que c'est le moment qui l'a marqué le plus, parce que... c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, pour moi, voilà, j'allais vous perdre toutes les deux. J'ai eu la peur de ma vie. Et en fait, après, pour lui, tout était bon, quoi. Comment dire? C'est pas qu'il était naïf, mais je crois qu'il se rendait pas compte de tout ce que je vivais, en fait, à l'intérieur. Après, il est très optimiste aussi, donc il est très positif. Mais lui, la problématique qu'il a eue, c'est qu'il voyageait beaucoup à cette période-là. Donc quand il rentrait à la maison, c'était plus le même bébé. En 1-2 semaines, en fait, il y a des choses qui ont changé. Les traitements ont changé, les médicaments ont changé. Il ne pouvait pas donner les médicaments parce qu'il avait peur de se tromper, parce qu'en fait, les choses avaient bougé entre-temps. Ça va très, très vite. Du coup, pour lui, c'était un peu difficile de s'ajuster. Et moi, j'avais une organisation militaire. Les rendez-vous, les médicaments, les traitements, le repos, c'était militarisé ici. Et pour lui, c'était un peu le choc, quoi. On n'était pas dans l'idylle, on est là avec notre bébé. Non. C'était l'armée. Oui, puis toi, t'avais un sacré rôle, du coup, à jouer, d'être... J'imagine un peu celle qui revient, qui remet les pendules à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est pas le puis moment de jouer. telle heure, c'est ça, telle heure, c'est ça, telle heure, c'est ça. Et puis c'est pas autrement, quoi. Le médicament, tu dois le mettre là. Et en fait, disons que quand lui, il rentrait, il devait tout le temps se réajuster et se rendre compte que, ok, mais... Il voulait faire un peu à sa façon, et puis après, il se rendait compte de pourquoi j'avais décidé parce qu'il se rendait compte qu'en fait, non, parce que sinon, elle régurgite, elle a eu les médicaments, et du coup, tu l'as bougé, et du coup, maintenant, elle a vomi tous les médocs. Enfin, voilà, il se rendait compte après coup. Et bon, il m'a un peu reproché, parce qu'il n'arrivait pas à prendre sa place de papa, et de faire à sa façon. Ça, c'était compliqué, de prendre sa place,
sans que je lui dise comment, quoi faire. Et donc, il m'a fallu aussi travailler sur ça, de me dire, bon, allez, je le laisse faire comme il en a envie. C'est aussi important qu'il fasse sa place et qu'il comprenne tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, il faut lâcher aussi pour ça, pour que le papa prenne sa place. Et ça, c'est bien quand on arrête d'allaiter, ça aide énormément. Ouais. Et tu disais que du coup, lui, il avait ses déplacements, donc il a dû très vite reprendre le travail. Oui. Il n'a pas eu un congé. Bon, à l'époque, il n'y avait pas ce congé de 2 semaines, qui n'est pas non plus extrêmement long. Mais, donc, il a vite dû revenir à... Non, lui, il travaillait. Ouais. Il a toujours travaillé. Ouais. Donc, il était plongé... Enfin, il était partagé en 2 univers complètement différents l'un de l'autre. C'était très compliqué à gérer aussi pour lui, j'imagine. Ouais. Et puis toi, du coup, par rapport à ton congé, parce que tu dis que ta fille, elle est restée hospitalisée 4 mois et demi. Normalement, c'est la durée standard d'un congé mat. Comment ça se passe dans le cadre d'une hospitalisation néonate? Compliqué à ce moment-là pour moi, parce que je réalise avec l'assistante sociale, je crois que c'était au 1er juillet 2021, donc 3 semaines avant la naissance de ma fille, que la loi avait changé sur ça. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait demander un report de congé maternité et commencer son congé maternité à la sortie de l'hôpital de l'enfant. Et là, l'assistante sociale, elle m'appelle, elle me dit, écoutez, les choses ont changé ce mois-ci. Votre congé maternité a commencé à la naissance de votre fille. Quelle catastrophe. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Je dis, mais c'est pas possible. C'est illogique. Je vis déjà quelque chose de difficile, mais si le gouvernement s'y met aussi, mais tout le monde est contre moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a bien une solution, il y a bien quelque chose. Et donc, en fait, je ne peux pas bénéficier du congé maladie pour enfant parce qu'on considère que mon enfant n'est pas malade. Ah bon? Non. Malgré les traitements? Non, la prématurité n'est pas une maladie. Parce que pour être malade, il faut d'abord être en bonne santé et ensuite vous tombez malade. Ah, mais ils vont dans ce détail-là. Ah oui. Et puis, sachant qu'elle avait cette bronchodysplasie, non, c'est parce que c'est lié à la prématurité? Non, mais c'est pas une maladie parce qu'en soi, bon, on sent gentiment, on se remet de la bronchodysplasie. Mais oui, mais au bout de combien de temps, quoi? Pour eux, non, votre enfant n'est pas malade, donc du coup, on a droit à 56 jours de plus. Donc j'ai droit à 56 jours, donc c'était 2 mois, je crois, ça correspond à peu près à entre 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Et donc, je pense que c'est aussi là que j'ai commencé à affaiblir, en fait, physiquement. C'est de ne pas être soutenue à ce niveau-là. Je pense que là, j'étais effondrée, en fait. Et donc, c'est là que j'ai commencé mes crises d'angoisse. Elles ont commencé gentiment à ce moment-là. Tu m'étonnes. Et c'est pour ça que j'ai vu une psychiatre qui m'a arrêtée. Donc, du coup, parce que je ne peux pas reprendre le travail. Parce qu'en fait, vu que j'ai plus les 56 jours, donc je suis censée retourner au travail. Or, ma fille n'a pas le droit d'être en collectivité. Donc, elle n'a pas le droit d'être en crèche. Et elle n'a pas non plus le droit d'être avec plus de 2 enfants. Donc, si j'avais trouvé une assistante maternelle, il aurait fallu que je paye la place d'un autre enfant pour que ma fille puisse être avec... Enfin, ça c'est un truc, mais ça c'est juste impossible, quoi. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Je suis bloquée dans tous les sens. Et en fait, je n'ai qu'une solution, c'est d'être en arrêt maladie. Donc, effectivement, je suis prise d'angoisse. J'ai un début de dépression. Donc, le psychiatre m'arrête durant les mois qui vont suivre. Mais en plus, ce qui est compliqué avec l'arrêt maladie, c'est que tu dois le rejustifier régulièrement. Oui. Donc, je ne sais pas tous les combien, mais... Tous les mois. Tous les mois, ouais. Voilà. Donc, tous les mois, donc je la vois. Et puis, au fur et à mesure, ce qu'on fait, c'est que je reprends le boulot petit à petit. Je commence avec un 10%, puis un 15%. Donc, voilà, gentiment, en fait, je commence à reprendre mon travail, sachant que je travaille dans la petite enfance. En plus... donc je suis éducatrice, donc du coup je retourne, donc j'avais demandé quand même à pas être avec les petits, donc je retourne avec les grands, les 3-4 ans, et puis je reprends vraiment le travail au fur et à mesure, quoi, à ce moment-là. Et ça va?
Ça va gentiment. Voilà, tant que c'est des petites périodes, je me sens bien. Mais j'ai vraiment cette culpabilité de laisser ma fille. Et puis tu la laisses à qui? Tu t'organises comment? Alors au début, pour les petits 10%, 20%, c'est mon mari, on s'organisait comme ça. Et ensuite, quand le taux a augmenté, je crois qu'on a fait progressivement jusqu'à ce que ma fille ait quasiment 1 an. Là, j'avais une tante, enfin une tati, que je l'appelle, c'est pas vraiment la famille, mais elle a un rôle de tati pour moi ici. Et c'est elle qui a commencé à la garder. Parce que je pouvais pas la laisser à n'importe qui. Parce que du fait de sa prématurité, quand elle était bébé, il y a une façon de la porter, il y a tout plein de manipulations en fait, qu'on fait. Voilà, vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un qui comprend pas tous les enjeux qu'il y a derrière, quoi. Donc, et puis même moi, il me fallait quelqu'un de confiance. Et donc c'est elle qui a commencé à la garder jusqu'à ce qu'on ait une place en crèche. Okay. Est-ce que toi, tu sais rapidement quels sont tes droits en tant que parent dans cette situation-là? Par exemple, aux différents moments, quand tu te poses des questions, tu sais où trouver les ressources ou tu n'as pas forcément au début, en tout cas, les ressources, tu connais pas les associations qui peuvent te renseigner? Là, à ce moment-là, je n'ai que l'assistante sociale qui m'aide. Okay. Et qui me dit un petit peu ce à quoi j'ai droit. Côté association, non, pas du tout. Enfin, elle ne m'oriente pas trop. C'est vrai qu'à ce moment-là, je suis un peu larguée sur ça. Et je contacte l'association une fois que je rentre à la maison, association Né Trop Tôt, pour avoir de l'aide et pour comprendre comment ça se passe dans les autres cantons. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans ces situations? Et en fait, à ce moment-là, j'avais contact avec un journaliste de la Tribune de Genève. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, je pense qu'il faut sortir un article sur ce qui se passe. Parce que c'est pas normal que les parents de la néonatologie vivent ça, quoi. On a déjà assez. Et c'est trop dur pour nous de se voir encore couper du temps avec notre bébé, quoi. Et donc je contacte une autre maman avec qui voilà, on s'était tissé d'amitié. Et on s'était liés d'amitié. Et du coup, on fait un article de la Tribune de Genève sur le sujet pour dénoncer l'injustice pour nous, puisque ça concernait pas forcément d'autres parents qui étaient passés par la néonatologie, puisque avec ces 56 jours de plus, beaucoup de parents dont les bébés n'étaient pas extrêmes préma, ça leur posait pas de problème. Pour eux, il y avait un sentiment de justice, quoi. Mais pas pour nous, qui avons eu des bébés d'extrême prématurité, où là, le temps n'était pas le même. Mais bon, on est très peu de parents à vivre ça. On est très très peu à la néonate. On n'est pas nombreux d'avoir des bébés à 24, 25 semaines, en dessous de 28. Et tu découvres que c'est la même chose dans les autres cantons? Oui. Okay. Oui, c'est au niveau fédéral. Oui, c'est au niveau fédéral. Et je comprends l'objet. Enfin, là, j'appelle plein de syndics. Je ne sais plus qui j'appelle, mais je passe des coups de fil un peu partout. Et puis, il m'explique que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'employeurs ne permettaient pas aux mamans d'aller à l'hôpital s'occuper de leur bébé en néonatologie, puisque le congé maternité n'était pas encore entamé. Donc, ces mamans allaient travailler alors que leur bébé était en néonatologie. Quel enfer. Puisqu'en fait, il y avait un flou juridique en fait, sur cette période. Puisque le parent n'est pas en congé maternité, il n'est pas en arrêt maladie, donc il est où? Il est au travail. Ou alors, l'employeur devait donner un congé sans solde. En fait, c'était vraiment un vide, en fait. Et donc, l'équipe médicale devait faire en sorte que le parent soit libéré, expliquer et justifier la présence du parent auprès du bébé pour que le bébé se porte mieux. Et la seule solution qu'il y a eu, c'est d'imposer ce congé maternité aux employeurs. Comme ça, ils n'ont plus le choix. Le parent, il peut être auprès de son enfant. Donc je comprends, hein, c'est justifié, et c'est une avancée en soi. Pour les bébés extrêmes préma comme ma fille, on a perdu du temps. On a perdu quasiment 2 mois et demi. C'est énorme. C'est énorme, 2 mois et demi. Ouais. C'est beaucoup. Tu as parlé de l'assistante sociale. Est-ce que c'est elle qui vient à toi quand tu te retrouves hospitalisée, ou c'est toi qui fais la démarche de la contacter? À ce moment-là, je crois que c'est moi qui fais la démarche de la contacter.
Donc c'est pas encore automatique non plus d'avoir cette personne qui vient pour te renseigner et te donner toutes ces indications. Je pense que peut-être que les médecins me l'ont préconisé Ok. de la contacter, mais je sais que c'est moi qui me rends au bureau, c'est moi qui me déplace, c'est moi qui l'appelle. Mais ils m'ont fortement recommandé, oui. Ok. Parce qu'il y a plein de démarches administratives à ce moment-là à faire, et c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on a vraiment besoin d'aide à ce moment-là, quoi. Ouais. Est-ce que tu sais peut-être s'il y a des aides qu'on peut demander? Je pense par exemple aux assurances, le fait que parfois on peut, même quand on est déjà rentré à la maison, est-ce qu'on a le droit de demander à dormir sur place dans des cas particuliers pour rester à côté de son bébé? Je sais pas si c'est quelque chose que vous voyez aussi avec Né trop tôt, mais des aides ménagères, une allocation spéciale. Là, tu as parlé du suivi psy, donc c'est déjà génial de l'avoir, mais est-ce qu'il y a d'autres aides? Alors, de ce que j'ai compris, il y a des appartements à disposition pour les parents qui habiteraient trop loin. Donc ça, mais je ne sais pas dans quel cadre c'est, mais je sais que ça existe. Justement, j'en parlais justement avec l'association Né trop tôt, de mettre un réseau en place sur voilà, tout ce qui est repas, etc., aide ménagère, etc. Moi, j'ai eu de l'aide par ma famille, mais il y a un service d'aide à Genève pour ça. Okay. Mais c'est pas forcément lié à la néonatologie ou à la maternité tout court. Enfin, c'est en général, on peut demander, je crois que c'est AMP que ça s'appelle, et du coup, on peut faire cette demande. Mais j'aimerais vraiment qu'on mette en place quelque chose d'un peu plus spécifique. Oui, et puis un peu comme, je sais pas, quelque chose, une information que vous délivrez aux parents, et puis tu vois, tout est centralisé, il y a tout, comme ça, il n'y a pas la démarche d'aller voir pour ça, c'est ça. J'imagine ça serait bien, quand tu dis, on n'a pas avec la tête dans le guidon, tu penses pas forcément non plus à certaines choses. Je pense aux proches. T'as expliqué que pour toi, ce qui avait été le plus précieux dans votre situation, à ton mari et toi, c'était quand même la présence des proches qui étaient là pour t'épauler, pour t'accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient pu t'aider? Un message que tu aimerais délivrer aux proches de parents qui traversent l'épreuve de la néonatologie? Pour les proches, quelque chose aussi qui m'a marqué, c'est que je leur avais demandé d'écrire un petit mot pour ma fille. Et ils ont fait l'effort, toute ma famille qui est aussi en Guadeloupe. Mes parents, parce que voilà, mon père et ma mère sont aussi en Guadeloupe, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout le monde en fait a écrit un petit mot pour ma fille que je lui lisais, et pour moi ça a été une façon de l'inclure en fait comme un clan, et qu'elle soit accueillie et qu'elle sente qu'elle était portée en fait, et qu'elle attendait les bras ouverts, quoi. Il y a eu des messages que j'ai trouvé chouettes qui ont été écrits, que je pense qu'ils n'ont peut-être pas osé me dire par téléphone, mais de l'écrire, ils ont eu l'inspiration, la force de dire des choses vraiment touchantes pour s'adresser à ma fille directement. Ça, c'est un peu la possibilité que je leur ai offerte de s'adresser à ma fille sans me parler à moi directement. C'était super beau. Ouais, c'était chouette. Encore une fois, je vois ton sourire là qui de nouveau qui brille. C'est chou. Oui, en plus, tout à l'heure, tu as expliqué que pour les proches, ce qui était le plus précieux, c'était d'être comme ils sont, en quelque sorte, voilà, avec ce qu'ils peuvent amener. Mais après, est-ce que tu aurais un conseil à donner, parce qu'il y en a qui ont peur d'être maladroits, donc qui n'osent pas aborder certains sujets, il y en a qui mettent un peu les pieds dans le plat, avec certaines réflexions qui peuvent être un petit peu blessantes pour certaines personnes. C'est difficile aussi de s'y retrouver, que ce soit pour les parents, mais aussi pour les proches. Oui, eh bien, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour ça, mais je dirais que chaque parent vit ce passage différemment, et il le vit différemment chaque jour. Un jour, il peut vous dire que ça va bien, le lendemain, c'est la catastrophe et vous n'allez pas comprendre. Donc, je pense que le mieux, c'est de demander comment ça va aujourd'hui. Parce que comment ça va, souvent les gens ils vous disent ça va, réponse automatique. Mais comment ça va aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment la phrase type pour un parent qui a un enfant en néonatologie, parce que chaque jour est différent en néonatologie. Aujourd'hui, votre enfant va bien, demain, il peut être proche de la mort. Quand il est en extrême préma, quand il a d'autres difficultés, d'autres maladies, d'autres... Et donc, c'est chaque jour, en fait, que c'est différent. Donc, je pense que les proches doivent pouvoir être prêts à entendre que d'un jour à l'autre, c'est différent, et pas d'assumer et de se dire que, ça y est, elle est vivante, la petite va bien, c'est tout bon, quoi. Pourquoi tu pleures? Mais ça va, elle est à l'hôpital, tout va bien se passer. Non.
En néonatologie, on est encore sur des œufs pendant longtemps. Et on doit s'accrocher chaque jour, chaque heure des fois, au début. Donc, vraiment être prêt et juste d'avoir cette oreille tendue pour qu'on puisse dire quand ça va pas. Parce que moi, j'avais quand même l'impression que pour certaines personnes de mon entourage, c'était bon, quoi. Ça y est, elle nous a envoyé quelques photos, elle est bien, elle a pris du poids, c'est tout bon. Non, mais après, avant la sortie, quand on vous dit, en fait, elle a une rétinopathie, donc ça veut dire qu'au niveau de l'œil gauche, en fait, elle avait en fait, les faisceaux, en fait, étaient pas alignés. Ils sont tués parce que l'oxygène que donne à votre enfant, en fait, va détruire, en fait, ces réseaux-là. Donc, du coup, pour protéger l'œil, on doit les enlever au laser et, en fait, ça vous donne une cécité. Donc, il y a plein de choses qui arrivent au fur et à mesure, en fait. Donc, vous risquez d'avoir un enfant qui perd la vue. Voilà, donc il y a plein de choses qui font que c'est pas parce que ça va là que demain ça ira encore, et c'est pas parce que ça va dans ce domaine que dans l'autre ça va bien aussi. Donc être disposé à entendre, à écouter. Sans forcément donner de conseils en plus. Ou d'avis, ou de... Voilà. Oui, vraiment juste une écoute, simplement. Je pense que c'est... Et on est là pour toi, et c'est ce que je disais, oui, demande-nous ce dont tu as besoin. Non. Généralement, les parents n'osent pas demander de l'aide. C'est à vous de faire ce que vous savez faire. Vous savez écrire des jolis mots, faites des jolis mots. Vous savez faire de la peinture, faites une jolie peinture et ce sera un beau cadeau, souvenir. Voilà. Comme mon frère, voilà, vous savez chanter, donnez de votre mieux de ce que vous savez faire et puis c'est tout. Merci. Merci pour ces conseils. Par rapport à Né trop tôt, oui. Quand est-ce que tu as su que tu voulais t'impliquer? Parce que c'est un peu la suite logique, vu que tu as contacté ce journaliste, tu as décidé de t'impliquer en fait pour essayer de faire bouger les choses. Et comment t'en es arrivée du coup à recontacter Né trop tôt pour passer de l'autre côté cette fois-ci en tant que bénévole? Eh bien, ça s'est fait par le biais de l'hôpital, parce que Né trop tôt a contacté les HUG de Genève en disant qu'ils souhaiteraient mettre en place une antenne à Genève. Ça tombait bien puisque c'est ce dont je parlais à l'équipe, et puis qu'ils recherchaient des bénévoles justement sur place. Ils avaient déjà une première personne et puis ils recherchaient une deuxième personne, enfin ils recherchaient des bénévoles tout court. Et puis c'est l'équipe médicale qui m'a mentionnée auprès de l'association. Donc ils ont pris contact avec moi parce que je leur avais déjà dit que s'il y avait quelque chose, Donc, j'ai pas contacté l'association Né trop tôt tout de suite, parce que je savais même pas qu'ils avaient ce projet d'ouvrir une antenne à Genève, en fait. Donc, mais du coup, la mise en route, avec ma collègue Isabelle, nous avons pu commencer des permanences, en fait, au sein de la néonatologie. Donc, on se rend toutes les 2 semaines, pendant 2 heures. On va voir les parents, leur rendre visite, on va leur donner de l'espoir. On va aussi leur apporter une écoute de parents, c'est-à-dire que nous, on n'est pas des professionnels, parce que c'est complètement différent de s'adresser à des blouses blanches que à quelqu'un qui est passé par la néonatologie. Et c'est un peu ça qu'on leur apporte. Et puis, toutes les fois où on y va, ils sont très contents, les parents, de voir qu'il y a d'autres parents qui viennent les voir. Et ça leur permet d'avoir une vision lointaine de ce qui peut éventuellement se passer pour eux ou pas, mais en tout cas de se dire ok, c'est possible que ça aille bien et on n'est pas seul. C'est ça qu'on veut leur dire, vous n'êtes pas seul en fait, on est nombreux à être passés par là. Et c'est vrai que la néonatologie, on n'en parle pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de naissances prématurées, donc il n'y a pas beaucoup de personnes à qui on peut parler avec des termes spécifiques qui vont comprendre. Et là, enfin, il y a des gens à qui vous pouvez parler, et puis c'est quand vous voulez, quoi. Vous pouvez contacter l'association quand le bébé est hospitalisé, mais quelquefois, il y a des gens qui nous contactent des années après. Ah oui? Oui. Des années après, il y a des enfants qui ont déjà 6, 7 ans, 8 ans. Les parents contactent l'association parce que finalement, il y a eu des choses qu'ils n'ont pas digérées et puis qu'ils aimeraient partager avec d'autres parents.
Donc oui, on est ouvert à toutes ces familles qui aimeraient échanger sur le sujet et discuter tout simplement. On fait des cafés-échanges du coup en ligne. On fait aussi des cafés deuil, donc, parce qu'on parle aussi des deuils. On fait aussi des cafés prémices, donc là, on n'a pas encore mis en place au HUG, mais l'idée c'est d'aller déjà auprès des mamans qui sont hospitalisées et qui sont à risque d'accoucher trop tôt. Donc on peut déjà se présenter et puis voilà, présenter l'association et soutenir la maman déjà. Donc vraiment c'est un soutien par les pairs, un soutien par d'autres parents qui sont passés par toutes ces épreuves et qui offrent une écoute active, attentive. C'est extrêmement précieux. Oui, parce que voilà, comprendre les enjeux qui sont liés effectivement à l'hospitalisation en néonatologie, c'est pas donné à tout le monde, comme on l'a dit dans tout l'épisode. Donc, oui. Je voulais te demander si toi, avec le recul, il y a quelque chose que tu aurais aimé entendre ou savoir de la part du personnel médical. Je pense que tu as été bien renseignée quand même, oui. Tu l'as dit plusieurs fois, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais quand même aimé savoir? Il y a des choses que j'aurais aimé savoir, notamment le fait que ma fille ne serait pas un bébé à terme comme les autres en rentrant à la maison. Ça a été le choc pour moi en fait. Comme les autres bébés, à oui, terme ou comme les autres bébés de néonat? À terme. Okay. Parce que dans mon imaginaire, les soins restaient pour l'hôpital et une fois qu'on rentrait à la maison, en fait, elle serait juste un bébé à terme, tout court. Et donc cette période où il y avait tous ces soins, toute cette médecine, tous ces allers-retours à l'hôpital, j'étais en état de choc, quoi. Tous ces rendez-vous, la physio à la maison, parce que c'est pas rien de recevoir l'infirmier, le physio, parce qu'il faut que vous êtes un peu gêné quand votre maison elle est en bordel, qu'il y a la physio qui vient, enfin, ça vous met une pression parce qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous, quoi. Puis pour la physio, voilà, elle reste au moins 1 heure, enfin, c'est toute une organisation, et ça, moi, je le savais pas. Ou alors, on me l'a dit, j'étais trop fatiguée, je l'ai pas retenu, je sais pas, mais... Voilà, après, moi, j'ai su très tôt que je pourrais pas partir avec ma fille parce que je voulais vraiment partir en Guadeloupe avec elle, l'amener voir la famille. Et en fait, ça, j'ai pas pu jusqu'à ces 1 an et demi parce que justement, du fait de ses poumons, elle n'aurait pas supporté la pression. Donc en fait, il fallait lui faire un test d'abord avant de prendre l'avion. Donc ça aussi, ça on me l'a dit assez tôt, parce que c'est une question que j'avais posée, mais pour le reste, je ne savais pas, quoi. Ouais, ça j'aurais aimé le savoir. Vous avez pu faire ce voyage, finalement? Oui, pour ces 1 an et demi, on est parti. Super. Ouais, pour ces 1 an même, enfin je pense encore en âge corrigé des fois quand je parle, mais ouais, pour ces 1 an. On a pu fêter ces 1 an en Guadeloupe. Ah, c'est génial. Ouais, vraiment c'était top. C'est très très émouvant comme moment de présenter enfin Natila à la famille. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser aux parents qui traversent ces épreuves? Oui, j'aimerais leur dire d'être dans l'instant présent, tout simplement. Dans l'heure, dans la journée, et d'accepter ce qui vient en fait, tout simplement. Même si on reste positif et même si voilà, on a des nouvelles qui sont difficiles, mais être le plus présent possible dans le moment. C'est ce qui m'a aidée à tenir le cap. Et si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Après, c'est vrai que chacun vit comme il le vit, quoi. C'est ça. On ne peut pas vraiment se préparer, je trouve. On ne sait pas vraiment comment on va réagir à ce moment-là. Mais comme je t'ai dit, quand elle a arrêté de respirer à 7 jours, j'ai réalisé qu'en fait, qu'il fallait que je sois juste là, dans la minute, dans l'heure, et pas me projeter ou avoir peur et me dire, bon ben là, je vais être là pour elle aujourd'hui, demain on verra. Ça a été un cap pour toi, là. Complètement, ouais. Tu t'es sentie devenir maman ouais. Oui. Alors c'est venu progressivement, mais là, le vrai déclic, là, ouais. Puis ma dernière question, j'aimerais te demander, aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'être la maman de Natila,
dans la découverte de la parentalité? Ah, elle est dure ta question. Elle est très dure. T'es pas obligée de répondre. Oh, mais j'aime j'aime tout, mais j'aime tout. C'est ça. Ouais, j'aime tout. J'aime tout. J'aime même les moments difficiles, quoi. Parce que je me dis, j'ai la chance de vivre des moments difficiles de maman, quoi. Ce que j'ai pas eu pendant 10 ans, c'est-à-dire une fois que mon fils, quand il est décédé, j'étais frustrée de pas pouvoir vivre ça. Et je me dis, bon, mais là, je me plains parce que ma fille, elle dort pas la nuit, quoi. Quelle chance! Donc, moi, j'aime tout. Vraiment. Juste le fait d'être maman, c'est un merveilleux cadeau que la vie m'a fait, en fait. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton témoignage. Et puis une pensée pour ton fils aussi. Oui. Il s'appelle Maël. Maël. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Amna. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos proches, sur les réseaux, avec des étoiles, des pouces ou des commentaires. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur cette plateforme ou me faire un petit don, ou un grand bien sûr, sur le site ko-fi.com ou encore vous abonner au podcast pour recevoir les nouveautés et même y participer en m'envoyant des questions à poser aux parents ou aux professionnels qui sont invités. Voilà, j'ai fini mon petit discours et je vous remercie du fond du cœur. À très vite sur Parenthood pour le prochain épisode. Tant d'amour, je suis la preuve que le temps est un poème que l'on écrit dans les épreuves avec ceux qu'on aime. De tant d'amour, je suis la preuve que le temps est un poème que l'on écrit dans les épreuves avec ceux qu'on aime. Des fois je ris, des fois je pleure. Je suis le pire et ton meilleur. Tu sais que je suis ton bonheur quand tu comptes mes jours, mes heures. Mais l'orage peut tomber, mais n'a-t-il la plus fort? Non, peut faire ça, yo v'lé, mais n'a-t-il la plus fort? De ton amour j'ai vu le jour, et je te volerai tes nuits. Tu sais que je vous le détour, sans savoir qui je suis. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Oh, dis-moi que tu m'aimes. 1000 fois, dis-moi ce que tu m'aimes. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Mais l'orage peut tomber, mais n'a-t-il la plus fort? Mais non, peut faire ça, y'en v'lé, mais n'a-t-il la plus fort? De tant d'amour, je suis la preuve que le temps est un poème que l'on écrit dans les épreuves avec ceux qu'on aime.